Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, dans le programme de la branche des sciences économiques et de gestion, surtout au niveau de la filière sciences économiques, on va essayer d'approcher une séquence très importante dans notre programme, intitulé « La mondialisation ». Quant aux objectifs de cette séquence, ils se présentent comme suit. Préciser la notion de la mondialisation, citer les aspects et ses effets, c'est-à-dire on doit être capable de citer les aspects et les effets de la mondialisation avant d'enchaîner sur une proposition d'une stratégie appropriée à chaque pays, à chaque territoire économique face à cette mondialisation. Bon, au niveau normalement du plan de cette séquence intitulée mondialisation, le plan est comme suit. On a comme 1 en chiffre romain notion et manifestation de la mondialisation. On va essayer de présenter la notion de la mondialisation. Puis en 2, c'est les manifestations, la mondialisation au quotidien, développement des investissements directs étrangers, la globalisation financière. Puis on va enchaîner sur grand 2 en chiffre romain, c'est les effets de la mondialisation, qui va contenir les axes suivants, les effets économiques, les effets socio-économiques, puis en 3 en chiffre romain, on aura à traiter, à aborder les stratégies, bien sûr à adopter face à la mondialisation. On aura comme premier élément l'intégration régionale, deuxième élément le développement et la compétitivité économique nationale, puis normalement en 3, vous avez adoption de réformes institutionnelles et juridiques, bien sûr, face à la mondialisation. Bon, au niveau de 1 en chiffre romain, notion et manifestation de la mondialisation, on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce que la mondialisation? Qu'apporte-t-elle au monde? Toutes les régions de la planète sont-elles concernées par ce phénomène de la mondialisation? Bon, au niveau de la définition de la mondialisation désigne un processus par lequel les échanges de biens et services, capitaux, hommes et cultures se développent à l'échelle de la planète et créent des interactions de plus en plus fortes entre différentes parties du monde. Cité en 1959 comme concept dans le journal anglais The Economist, puis dans le quotidien français Le Monde, le terme mondialisation fait l'objet depuis de nombreuses années de débats sur les réalités qu'il recouvre. La nature multidimensionnelle du processus ne permet pas une vision unique du concept selon les spécialités, économie, sociologie, politique et philosophie, etc. Donc vous aurez normalement une approche totalement différente, sous un angle bien déterminé, soit en économie, soit en sociologie, soit en politique, soit en philosophie. On peut donner normalement une définition au concept de la mondialisation. Il est maintenant admis que le terme désigne, bien sûr le terme mondialisation, c'est le développement de l'interdépendance au niveau mondial. Donc vous avez 3 concepts structurants au niveau de la définition de la mondialisation. Il s'agit d'un développement de l'interdépendance, c'est-à-dire des articulations, des transversalités entre les économies, bien sûr à l'échelle mondiale. À partir de cette définition générale, chaque grand courant académique met l'accent sur la dimension qui lui paraît la plus pertinente. Par exemple, certains universitaires, comme Manuel Gastel, se contentent sur le lien entre les dimensions économiques et sociales. Donc, il y a une articulation entre les dimensions économiques et sociales pour cet auteur. D'autres, comme Jean Ury, mettent l'accent sur la complexité croissante qui caractérise tous les échanges humains, économiques, culturels et politiques. Qu'apporte-t-elle au monde? Qu'apporte cette mondialisation au monde? La mondialisation, qui est en vérité accélération de l'histoire,
raccourcissement des distances, affaiblissement des frontières et victoire sur le populisme assorti de la sincère 1 milliard d'êtres humains en une seule génération. Toutes les régions de la planète sont-elles concernées par ce phénomène? La mondialisation est au niveau économique un véritable moteur de croissance économique. Il valorise certains territoires dont les États ne sont adaptés au capitalisme. Elle est pour eux une source de richesse. Les États de la triade, les États-Unis d'Amérique, bien sûr, Europe de l'Ouest, Japon, ont retiré les bénéfices depuis longtemps. Mais aujourd'hui, c'est autour des États émergents, ces pays en développement rapide d'Asie, du Sud-Est et d'Amérique latine, et notamment le groupe de BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui ont adopté le modèle, bien sûr, de la mondialisation, de bénéficier de croissance économique forte et de s'intégrer au village global. C'est en grande partie grâce à cette mondialisation, grâce à ce phénomène de mondialisation, que des centaines de millions de Chinois et d'Indiens ont pu sortir de leur extrême pauvreté. Cependant, certains pays restent en dehors de la mondialisation pour des raisons idéologiques. C'est le cas des derniers régimes socialistes qui se font appeler ainsi, mais qu'il faut plutôt assimiler au communisme, à parti unique comme Cuba ou la Corée du Nord. Les pays enclavés, le commerce international se faisant pour l'essentiel par voie maritime, par le biais de porte-conteneurs, les territoires dépourvus de façades littorales ou de ports ne sont pas bien intégrés au dynamisme mondial. Donc, il y a un certain nombre de pays qui ont des entraves face normalement bien sûr, au développement bien sûr, de ce phénomène qui est la mondialisation. Ils trouvent un certain nombre de difficultés d'y intégrer, bien sûr, dans le processus de la mondialisation, soit pour des raisons idéologiques, soit pour des entraves purement à caractère naturel, économique et social. À l'intérieur même de pays intégrés, il peut exister des régions entières qui demeurent très éloignées des flux de la mondialisation et souffrent donc de mal, même de sous-développement. On dit qu'ils sont marginalisés, c'est-à-dire que leur économie, leur territoire, leur population se trouvent exclus des processus de mondialisation. Maintenant, on va essayer d'approcher la notion et manifestation, bien sûr, de la mondialisation. Bon, comme définition, bien sûr, pour la mondialisation, c'est le processus d'ouverture et d'intégration de toutes les économies nationales dans un espace économique mondial qui échappe aux régulations étatiques nationales. Intégration économique mondiale qui va au-delà de l'internationalisation des échanges de marchandises, de services ou de capitaux et qui se caractérise par une mobilité parfaite, bien sûr, des capitaux et par une concurrence accrue entre les firmes des nations. Bien sûr, la mondialisation, c'est une expansion et l'harmonisation des liens d'interdépendance entre les nations, les activités humaines et les systèmes politiques à l'échelle du monde. Ce phénomène touche les individus dans la plupart des domaines avec bien sûr, des effets et une temporalité propre à chacun. Il évoque aussi les transferts et les échanges internationaux de biens, de main-d'œuvre et de connaissances ou de savoir. La mondialisation, bien sûr, est un processus d'intégration des nations dans un espace économique mondial qui tend à échanger aux régulations étatiques nationales. Donc, il y a plusieurs définitions, bien sûr, qu'on peut retenir pour le phénomène de la mondialisation. Maintenant, après avoir présenté, bien sûr, les définitions
ou la définition au pluriel de la mondialisation, on va essayer d'enchaîner sur les facteurs favorisant bien sûr l'accélération du mouvement de la mondialisation. Bon, au niveau de ces facteurs, vous avez les États, vous avez les institutions économiques internationales, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, vous avez les firmes multinationales, vous avez également les organisations non gouvernementales, les ONG, vous avez la recherche d'une production à moindre coût, main-d'œuvre qualifiée, bon marché, en exploitant l'apport des économies d'échelle en économie, la naissance des paradis fiscaux. Il y a une exonération soit partielle, soit totale dans un certain nombre de territoires. L'accélération et l'internationalisation des échanges. L'essor des investissements directs étrangers. La révolution en matière de transport et de télécommunications, en matière de logistique en général. Vous avez la multiplication des accords commerciaux, accords de libre-échange. Donc, ce sont des facteurs, des variables qui favorisent bien sûr ce phénomène de mondialisation. Maintenant, on va passer aux manifestations de la mondialisation. Vous avez comme première manifestation ce qu'on appelle la globalisation financière. Donc, il y a l'apparition d'un nouveau concept. Il s'agit de la globalisation financière qui, normalement, c'est la mise en place d'un marché unifié de l'argent au niveau planétaire. Il signifie que les agents économiques, bien sûr, les firmes multinationales, les États, les particuliers, peuvent emprunter ou placer de l'argent sans limite, où elles le souhaitent en utilisant tous les instruments financiers existants. Donc, au niveau de la globalisation financière, bien sûr, c'est la mise en place d'un marché. Lorsqu'on dit marché, c'est question de l'offre et la demande comme composante. En premier lieu, vous avez bien sûr un prix. Donc, au niveau de la globalisation financière, normalement, c'est la mise en place d'un marché, bien sûr, unifié de l'argent à l'échelle de la planète. Il y a l'intervention des États, des particuliers, puis des firmes multinationales. Bien sûr, les agents ayant un excédent procèdent à des prêts en faveur des agents ayant un besoin. Donc, on aura sur ce marché des emprunteurs et des prêteurs. La globalisation financière, dans une autre, normalement, définition, c'est un facteur de croissance. Notamment, il va nous permettre de chercher l'approvisionnement non pas par des matières premières ou des marchandises, mais l'approvisionnement par des marchandises très particulières. Il s'agit normalement de l'argent. C'est un facteur de croissance, donc toute croissance économique a besoin d'un financement. On peut se procurer de ce financement auprès d'un marché mondial. Donc c'est un facteur de croissance, notamment pour les pays en voie de développement, puisqu'ils vont pouvoir bénéficier d'épargne d'autres pays pour se financer. Donc on peut constater que les pays sous-développés ont un besoin en matière de financement. Ils peuvent chercher un certain nombre de ressources sur le marché financier mondial. Si la libre circulation des capitaux favorise la croissance des pays qui en bénéficient, la globalisation a tout de même un coût, une instabilité plus forte des marchés et la montée de la spéculation. Donc certes, même si la globalisation financière a un certain nombre d'avantages, il a un certain nombre de limites, dans la mesure où le marché mondial sera caractérisé par une instabilité. C'est-à-dire, c'est un marché qui n'est pas stable. Les cours, ils vont augmenter, les cours, ils vont diminuer parfois, ainsi de suite. Puis, on peut assister normalement à l'apparition d'un phénomène, normalement, qui est la montée du phénomène de la spéculation. Donc, on peut spéculer à travers ce marché mondial. Bon, vous avez également les investissements directs à l'étranger. C'est exportation de capitaux dans un autre pays afin de créer une entreprise. De racheter ou de prendre une participation dans une entreprise de ce pays, l'objectif étant d'acquérir un pouvoir de décision effectif dans la gestion de l'entreprise. Par exemple, nous avons un certain nombre
d'entreprises européens qui achètent normalement une partie normalement du capital au niveau d'un certain nombre de pays sous-développés. Ainsi, normalement, si on prend le cas du Maroc, il a des participations dans un certain nombre de sociétés africaines. Donc ce sont des exemples relatifs normalement aux investissements directs à l'étranger. La globalisation financière et ses effets. Bon, on peut constater que l'internationalisation des marchés de capitaux, la globalisation bien sûr financière, s'explique par la déréglementation. C'est déréglementer, c'est l'annulation de la réglementation, c'est-à-dire la suppression du contrôle des changes, libéralisation des mouvements de capitaux, le décloisement marché unique de capitaux à l'échelle planétaire, c'est-à-dire on aura un marché, et la désintermédiation, finance directe, puissance du marché financier et impuissance des États, règle des 3D. Ce qu'on peut constater, c'est que normalement, la monnaie, l'argent, il nous confie le pouvoir. Si on détient normalement des capitaux à l'échelle mondiale, on peut normalement déstabiliser un certain nombre de systèmes à caractère national. Bon, au niveau des effets de la globalisation financière, certes, on va essayer de présenter les effets positifs et les effets négatifs de ce phénomène sous forme d'un schéma. Bon, au niveau des effets positifs, la globalisation financière est une meilleure allocation de l'épargne mondiale du fait de la concurrence et de la mobilité des capitaux, donc un abaissement des coûts de financement par le biais des firmes multinationales. Donc, le premier effet positif, c'est que la mondialisation, à travers la globalisation financière, va contribuer à la diminution du coût, bien sûr, du prêt et de l'emprunt. Une diversification, bien sûr, des risques pour les prêteurs, type de produits et géographiquement. Certes, au niveau normalement de la globalisation financière, il offre un avantage pour les prêteurs, qui est celui de la diversification des risques. C'est-à-dire, on peut choisir le type de produit, on peut choisir le type de territoire, on peut faire normalement un investissement. Une modernisation des systèmes financiers nationaux, concurrence internationale. Donc, suite normalement à une concurrence internationale, tous les acteurs qui vont intervenir sur le marché financier mondial, ils vont essayer d'améliorer leur compétitivité et leur performance afin de garantir leur survie sur le marché. Puis, un financement plus aisé, la globalisation financière, ne permet bien sûr un financement plus aisé des déficits budgétaires qu'à de la France ou des USA. Donc, normalement, aujourd'hui, à travers le biais de la mondialisation, surtout au niveau de la globalisation financière, on peut normalement financer les déficits budgétaires d'un certain nombre d'États à travers normalement ce marché. Donc, après avoir présenté les effets positifs, maintenant on va essayer d'enchaîner sur les effets négatifs ou les effets pervers. Bon, vous avez comme premier effet pervers ou négatif une allocation de l'épargne, pas toujours optimale. Donc, on ne peut pas garantir l'optimisation de l'utilisation, bien sûr, de l'épargne. Vous avez deux cas, on peut vérifier. Il s'agit des États-Unis d'Amérique, puis de l'Asie. Le développement de l'investissement de portefeuille au détriment de l'investissement à but industriel ou commercial. Donc, je répète, c'est très intéressant. Le développement des investissements de portefeuille, c'est-à-dire, normalement, on doit accorder beaucoup d'importance, beaucoup de priorité aux investissements de portefeuille, au détriment d'investissements à but normalement industriel et commercial. C'est-à-dire, on doit faire le placement, on doit faire le prêt, mais
on ne doit pas s'intéresser beaucoup à l'industrie, au commerce, surtout à l'industrie qui crée la véritable valeur ajoutée, qui est la richesse créée par les agents économiques. Une gestion à court terme avec prise de risque sur, normalement, dans le cadre de la transversalité, au niveau normalement de l'économie générale, statistique et la comptabilité, c'est sûr, vous avez vu les titres, les titres de participation, les titres immobilisés, les titres et valeurs de placement. On peut normalement faire une gestion à court terme, mais avec prise de risque. C'est-à-dire qu'on peut courir un risque suite à une gestion à court terme. Puis, des facteurs d'instabilité. Parmi les inconvénients, parmi les effets pervers de la globalisation financière, c'est ce caractère, bien sûr, d'instabilité, caractérisé par des spéculations, vous pouvez le constater par vous-même ces derniers temps, des bulles financières et des effets de domino. Malheureusement, c'est parmi les effets, bien sûr, pervers, négatifs de la globalisation financière. Maintenant, après avoir présenté les effets positifs, les effets pervers, dits également négatifs de la globalisation financière, on va essayer d'enchaîner maintenant sur les avantages et les limites des investissements directs à l'étranger. Bon, au niveau des avantages, ils sont nombreux, mais on va se contenter de quelques-uns. Vous avez les transferts de la technologie vers le pays d'accueil. Aujourd'hui, on peut exploiter, bien sûr, les avantages qu'offrent les investissements directs à l'étranger à travers le transfert, bien sûr, de la technologie. Donc, si on arrive à assurer un transfert de la technologie, automatiquement, on va essayer de changer la structure de la formation du PIB. C'est-à-dire on va donner beaucoup d'importance à l'industrie au détriment d'un certain nombre de facteurs. Donc, le transfert ou les transferts de la technologie en général, ce sont des vecteurs, bien sûr, pour de création de la richesse. Puis, au niveau des EDE, vous avez au niveau des avantages la création ou les créations d'emplois et par conséquent, réduction de chômage. L'épargne d'hier, c'est l'investissement d'aujourd'hui et l'investissement d'aujourd'hui, ce sont des emplois créés pour demain. Donc, la création d'emplois, sûr et certain qu'à travers, normalement, un investissement, on crée des emplois et on réduit, bien sûr, le taux de chômage. La contribution à la croissance économique. Pour booster la croissance économique, on doit normalement investir. Il y a encore, au niveau des avantages, l'augmentation des exportations et donc réduction du déficit commercial. Suite normalement aux investissements directs à l'étranger, on peut augmenter notre capacité de production, on aura un excédent qui sera dédié aux exportations. Puis, il y aura une entrée de devises, bien sûr, et donc amélioration de la liquidité du marché monétaire. Donc, sûr que ces avantages sont cohérents entre eux, c'est-à-dire il y a une articulation, il y a une complémentarité, il y a une suite logique normalement au niveau de ces avantages. Maintenant, on va essayer de présenter les limites des avantages, des limites bien sûr des investissements directs à l'étranger. Vous avez bien sûr rapatriement des dividendes vers le pays d'origine, par conséquent sortie de devises. Si vous avez un investisseur étranger au Maroc par exemple, il va essayer de rapatrier les dividendes vers son pays d'origine. Vous avez également la dégradation du solde courant en raison de la sortie de devises. Puis, normalement, vous aurez un déficit de liquidité sur le marché monétaire en raison de la sortie des devises. Puis, finalement, il y aura une dépendance des secteurs stratégiques des capitaux étrangers. Puis, en liaison, bien sûr, avec la dépendance des secteurs stratégiques des capitaux étrangers, on aura une diminution des recettes de l'État car les EDE profitent des exonérations fiscales. Donc, je tiens à vous remercier. Encore une fois, bon courage. On va essayer d'enchaîner sur la deuxième séquence de la mondialisation.